Radio Acte. Réalisation Maya Bokeh. Une fiction radiophonique conçue avec les élèves de l'atelier théâtre du lycée Louis Aragon d'Héricourt. Vous écoutez un podcast de Radioma, la radio de création de ma scène nationale. Le ciel, l'abîme, l'humanité, Dieu, tout se mêle dans un chaos extraordinaire. Acte 2. Peux-tu me raconter le mythe d'Antigone ? Antigone ? T'en as jamais entendu parler ? C'est un drame de la Grèce antique. Ouais, est-ce que tu connais l'histoire ? Il n'y a pas moyen de connaître à fond un homme, quel qu'il soit. Ton cœur est de feu, tes actes glaces. Antigone, c'est la fille d'Oedipe, dans mes souvenirs. Continuons, reprenons. Antigone, c'est une jeune fille dont le frère a été tué. Elle a enterré son frère alors que c'était interdit, donc... Tu n'as peur de rien. Pour ça, finalement, elle en est morte. Voilà. Mon oncle l'a tuée. C'est à peu près ça. Je suis perdue. Car l'histoire d'Antigone est pleine de rebondissements. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Qui connaît Agnodis ? Bonjour, vous écoutez Radio Acte. Je reprends à cet homme qui se proclamait haut et fort. Ce que l'oracle de Delphes prédit, toujours se réalise. Reprenons. Le vautour est un charognard. Donc, le charognard est un animal nécrophage qui se nourrit d'animaux morts qu'il n'a pas tués lui-même. Donc, il se nourrit de cadavres. Dans ces animaux, on peut y mettre les hyènes, les ratons laveurs, oui, les petites choses là, toutes mimi. Ça mange des animaux morts. Et les coyotes, mais surtout, donc l'animal qui nous intéresse ici, le vautour. Les capacités de cet animal, donc ils ont une vue assez perçante quand même pour repérer les carcasses. Ils ont un odorat assez développé. Grâce à cet odorat, ils arriveront à sentir les bactéries assez spécifiques à une carcasse en décomposition. Ces bactéries appelées bactéries saprophytes qui attirent les charognards. Donc le pays en question ici est la Grèce. Alors dans ce pays bien précis, il y a un type de vautour qui est de par son nom assez connu à travers le monde, qui est donc le griffon. Donc ce griffon, aussi appelé vautour fauve, et de son nom scientifique Gyps fulvus, a un lieu de vie très précis, donc comme je l'ai dit, la Grèce, mais aussi dans le Proche-Orient et dans la péninsule ibérique. Alors oui, il se peut donc qu'un vautour puisse manger une carcasse humaine, mais cela prendrait en compte plusieurs facteurs. Alors tout d'abord que la décomposition se déroule depuis un certain temps. Donc ici, prenons en compte la température en Grèce. Donc le climat là-bas est assez chaud, tout de même. En plein été, ça prendrait un truc comme un mois. Donc un mois pour que un corps se décompose totalement. Mais ici, pour que le vautour se nourrisse, il faut donc qu'il reste un minimum de carcasse. Donc moins d'un mois pour qu'un vautour puisse manger un corps. Ici, nous parlons de Polynice. Donc techniquement, Polynice peut se faire manger par un vautour. Que fais-tu, Antigone ? J'enterre mon frère, pendant que Créon sort de son palais et expose sa politique. Moi, j'enterre mon frère. Il faut accomplir les rites funéraires. Écoute bien le bruit de la terre qui recouvre son corps. Oh, funeste destinée. Écoute, je te prie, le chant d'une sœur pour son frère mort. Oh. Parce qu'il faut faire aux écroulements succéder les apothéoses. Oh. Aux voix qui disent non, les voix qui disent oui. Oh. Aux disparitions de l'âme évanouie, le chant mystérieux des choses. Pauvre fille du pauvre Oedipe. Elle ne s'est pas pliée devant le malheur. Il est des moments où seul le malheur nous fait agir. Tu vas te faire prendre. Tu le sais que tu vas te faire prendre. Chut. Écoute. Tu entends ? Que dois-je entendre ? Quoi ? Les charognards sont partis. Les gardes sont là, Antigone. À l'instant. Derrière toi. Cet homme qui soit proclamé haut et fort pour cette ville que j'interdis à quiconque de lui faire l'honneur d'une tombe ou de le pleurer. J'ordonne qu'on le laisse sans sépulture, corps jeté en pâture aux oiseaux et aux chiens.
Il doit avoir. Dis donc, toi, qui penches la tête vers le sol, tu avoues ou tu nies que tu as fait cela? Je dis que je l'ai fait, et je ne nie pas. Est-ce que tu connaissais la proclamation qui interdisait cela? Comment pouvais-je ne pas la connaître? Elle n'était pas secrète. Et tu as osé passer par-dessus une telle loi? Ce n'est quand même pas un esclave qui est mort, c'était son frère. À mon avis, Zeus n'a pas proclamé ça, ni non plus Justice, qui habite la demeure des dieux d'en bas. Eux, ils ont défini ce qui dans ce domaine fait loi chez les hommes. Je ne pensais pas que tes proclamations avaient une telle force que l'on pût, étant homme, outrepasser les lois non écrites et infaillibles des dieux. Car ces lois existent de tout temps, non pas d'aujourd'hui ni d'hier, et personne ne sait où elles ont surgi. Si maintenant tu trouves que mon action est folle, peut-être est-ce un fou qui fait de moi une folle? À présent, l'homme, ce n'est pas moi. L'homme, c'est elle. Si ce pouvoir est reconnu sans désastre à une fille comme elle. Veux-tu quelque chose de plus que te saisir de moi et me tuer? Non, rien. Si j'ai cela, j'ai tout. Mais le bon et le méchant ne sont pas égaux en matière de droit. Jamais l'ennemi n'est ami, même s'il est Je ne mort. suis pas faite pour vivre avec ta haine, mais pour être avec ceux que j'aime. Vas-y donc en bas. S'il te faut des liens, noue-les là-bas. De mon vivant, une femme ne fera pas la loi. Stop, pause. Il y a vraiment un problème là. Qu'est-ce qu'il y a? Et cet argument, il n'a plus aucun sens aujourd'hui. Mais nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ, Bertie. C'est anachronique comme lecture. Les femmes en Grèce antique n'avaient ni de droit de vote, ni de droit d'expression politique, puisqu'elles n'étaient pas considérées comme des citoyennes. L'invention de la politique avec Pierre Vidal-Naquet. Tiens, écoutons Pierre Vidal-Naquet, un grand historien qui nous rappelle la place de la femme dans la Grèce antique. Oui, enfin, plus exactement, la démocratie est née de la politique et non pas l'inverse. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, l'invention de la politique, c'est-à-dire de la cité comme lieu d'un débat. Cela peut signifier une minorité d'oligoi, c'est-à-dire de petits nombres de gens qui, soit par héritage, soit par raison financière, ont la supériorité sur les autres. Cela peut signifier l'ensemble des citoyens, et à ce moment-là, on peut parler de l'invention de la démocratie. En tout état de cause, il s'agit bien d'une minorité, puisque ni les femmes, ni bien sûr les esclaves, ni les étrangers ne sont admis à faire de la politique, bien que certains d'entre eux, certains métèques par exemple à Athènes, en fassent en se servant d'autrui. Donc, voilà. Ok Axel, c'est juste, et d'une certaine manière, tu as raison de replacer la compréhension que l'on doit avoir du mythe, des actions et des paroles des protagonistes dans leur contexte. Mais nous réalisons cette pièce aujourd'hui, en 2021. Et notre but n'est-il pas justement de montrer les évolutions qu'il y a eu depuis 440 avant Jésus-Christ, depuis 2500 ans? Sérieusement, la conscience des femmes, comme pouvant prendre part à la vie politique, n'a pas commencé avec MeToo, ni dans les années 70 avec nos grands-mères, ni au début du XXe siècle, quand elles ont enfin obtenu le droit de vote. Je voudrais te rappeler qu'en 1791, il y a 230 ans déjà, Olympe de Gouges rédigeait la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. On peut alors se dire que tout ça avait commencé bien avant cette déclaration, que la pensée ne se forme pas en un déclic. Peut-être qu'à l'époque d'Antigone, cette pensée traînait dans les esprits comme une rumeur. Je voudrais te lire le début de cette déclaration. Je voudrais vous lire le début de cette déclaration. Car n'oublions pas que ces deux femmes, Olympe de Gouges comme Antigone, sont mortes d'avoir défendu leurs idées. Homme, es-tu capable d'être juste? C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe? Ta force? Tes talents? Observe le Créateur dans sa sagesse. Parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher. Et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux. Jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée. Et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens. Cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus. Partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel. L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de science et dégénéré.
Dans ce siècle de lumière et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles. Il prétend jouir de la révolution et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus. Merci. Reprenons. Je vois Ismène ici, devant la porte. Elle laisse couler vers la terre les larmes de son amour de sœur. Viens, toi. Viens, toi. Comme une vipère, tu t'es glissée dans la maison. Tu m'as sucé le sang en secret. Et je n'ai pas compris que j'élevais 2 bestes. 2 révolutions. Allez, dis-moi, tu ne nieras pas avoir aidé à faire la tombe? Ou tu vas jurer que tu ne savais pas? J'ai fait la même chose si elle le dit avec moi. J'ai ma part de la faute et je l'assume. Cela non. Justice ne te le permettra pas. Toi, tu n'étais pas prête. Et moi, je ne t'ai pas associée. Dans le malheur où tu es, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de me faire la compagne de l'épreuve que tu traverses. Hadès et les morts sont témoins ensemble. Ils savent qui a fait la chose. Et moi, je ne me sens pas liée uniquement par des paroles. Ma sœur, ne m'humilie pas. Ne me refuse pas de mourir avec toi et de rendre aux morts son intégrité. Ne t'approprie pas ce à quoi tu n'as pas touché. Je ne veux pas que tu meures avec moi. Tu as choisi la vie, moi j'ai choisi la mort. Antigone et Ismène rentrent dans le palais, accompagnés par les serviteurs. Créon reste sur scène, arpente la pièce, le visage dur, la gorge nouée. Moi, j'ai choisi la mort. Fin de l'acte 2. Avec Axel Finot, Maïwen Leleu, Chloé Gardet, Xavier Armand, Jade Sternadel, Bertie Vermaux-Desroches. Retrouvez Radioma, la radio de création de ma scène nationale, sur radioma.eu.